Valley People. Bonjour à toutes et à tous, chers auditrices, et bienvenue à nouveau sur Dear Valley People. Je suis Camille et aujourd'hui on se retrouve dans les studios de Radio FM+, pour enregistrer un nouvel épisode hors série. Je suis en compagnie de mes deux invités, Sandrine Bruni, bonjour. Bonjour. Et Maëva Bruni, bonjour. Bonjour. Merci à vous deux d'être là, ça me fait très plaisir. Alors juste pour rappeler un petit peu le contexte, Sandrine Bruni, on s'est connus notamment dans plusieurs épisodes de Dear Valley People. Tu es intervenue sur la table ronde du 3 décembre autour de la parentalité et du handicap. Tu es également intervenue à une conférence qu'on a organisée à la Gazette Café autour de la scolarité et du handicap. Tu es une mère et une AESH accompagnante d'élèves en situation de handicap. Tu vas évidemment nous en dire plus. Et aujourd'hui, on est accompagné également de ta fille, Maëva. Ce qui était intéressant pour nous, c'était de porter un nouveau regard aussi sur sortir un peu du prisme scolarité, inclusion scolaire, ou du prisme parentalité, et de voir un peu comment votre relation en tant que mère-fille, en tant que mère qui a accompagné sa fille dans la scolarité, sur un parcours mixte, voilà, comment tout ça se met en place. Quel est un petit peu votre parcours à vous deux? Donc c'est de ça dont il va être question aujourd'hui dans cet épisode. Alors peut-être Maëva, je te laisse te présenter. Voilà, brièvement, quel âge tu as? Bonjour à tous, voilà, je m'appelle Maëva. Je me présente, en fait, j'ai 21 ans, je vais bientôt sur mes 22 ans le 26 avril. Du coup, je suis la fille de Sandrine. En fait, je parlais de ma profession. Je travaille en tant que comédienne à la Bulle Bleue. C'est un ESAT artistique, le premier en France, enfin à Montpellier, en tout cas. Il y en a d'autres dans plusieurs villes, mais à Montpellier, c'est voilà. Et du coup, ce métier me représente beaucoup ma personne, en fait, parce que je pense que c'est un endroit pour exprimer des choses et tout ça, l'endroit. Et du coup, je sais pourquoi je suis là, parce que aussi grâce à ma mère mes parents qui m'ont accompagnée dans un long terme depuis que je suis jeune, dans mon projet professionnel. Ouais. Et du coup, ça a pris du temps parce qu'il fallait passer par plusieurs étapes. On va y revenir sur ton parcours scolaire, mixte, comme on l'a dit. Et juste peut-être avant d'arriver sur cette thématique, est-ce que Sandrine, tu peux nous parler un peu du contexte aussi familial dans lequel vous évoluez? Parce que donc il y a vous deux, mais pas que. Pas que. Donc un papa déjà, Manuel. Depuis, on va dire, 27 ans, voilà. Et un petit frère Damian, donc de 8 ans, qui est porteur d'une trisomie 21. Et une grande sœur, Mélissa, donc de 24 ans, qui est multidis et avec un trouble de l'attention. Ouais. Et Maëva. Donc, qui ne l'a pas précisé. Pas précisé, mais qui vit avec un autisme et un trouble de l'attention, une hyperactivité. Ok. Voilà, donc ça c'est un peu le tableau, voilà, puisqu'il faut nommer, voilà. Mais elle représente bien plus que ce trouble, on va dire. On va en parler de ce rapport aux étiquettes, justement. Oui. Mais peut-être, avant tout, comment toi, en tant que mère de famille, un peu chef entre guillemets de famille,
Est-ce que tu te situes vis-à-vis de tout ça? Comment est-ce qu'on trouve une place dans donc cette famille, on va l'appeler entre gros guillemets atypique, on peut dire ces termes-là. Mais comment est-ce que tu trouves ta place? Donc toi, voilà, en tant que mère, en tant que femme, et puis également, on va en parler aussi en tant que AESH, enfin accompagnante d'élèves en situation de handicap, parce que tu as commencé aussi le parcours professionnel dans lequel après là tu t'inscris, en commençant par accompagner ta propre fille. C'est ça. Un peu, histoire un peu atypique. Donc à l'époque, en 2006, donc c'est vraiment à l'aube, au début de la loi du 11 février 2005, donc pour l'accueil des enfants en situation de handicap à l'école. Donc à l'époque, Maëva et les troupes sont assez envahissants, donc compliqué aussi de rentrer à l'école et de suivre une scolarité, en tout cas avec les autres, seuls, sans accompagnement. Donc on a la notification MDPH, mais on n'a pas le personnel est pas encore présent. Donc je deviens l'AVS à l'époque, puisque c'était l'acronyme auxiliaire de vie scolaire de ma fille. Et puis voilà, je suis rapidement, par la suite j'ai accompagné d'autres élèves. Et je suis rapidement tombée amoureuse, entre guillemets, de ce métier. En tout cas, j'ai aimé le côté humain, le côté observation, accompagnement. Et ça a été un fil conducteur pour moi. Être parent d'enfants différents, c'est vraiment prendre son temps, c'est l'art de patienter, d'observer et d'accompagner en fonction des besoins de l'enfant. Et est-ce que Maëva, tu peux aussi nous parler justement de ce rapport à l'accompagnement dans le milieu scolaire, et notamment le fait d'avoir ta mère en tant qu'accompagnante? Est-ce que c'était facile au début? Est-ce que c'était au contraire plus compliqué? Quelles étaient les relations? Est-ce que quand vous rentriez chez vous, vous continuiez de parler de ce que vous aviez fait la journée ou... C'est pour dire au niveau pour revenir sur la question de l'accompagnement justement, quand j'étais jeune, quand même, ça a pris du temps les AVS quand même pour en trouver une. Ça a été, mais c'est vrai que ça m'a fait drôle d'avoir, de me dire que j'ai vécu pendant longtemps, ma mère elle m'a accompagnée en fait. Elle a fait le rôle de plus qu'une éducation pour moi aussi. C'est pour ça que je le dis. Je le dis parce qu'elle a été vraiment dans l'accompagnement intégral, quoi. On peut dire ça comme ça. Et après, par la suite, je me suis habituée par des AVS qui me suivaient assez longtemps. Des fois, ça changeait à chaque fois. J'avais... En maternelle, ma mère m'accompagnait pendant toute la maternelle. Et la primaire... en maternelle et primaire, tu étais en milieu, donc on va dire ordinaire. Donc là, tu avais une AVS, maintenant qu'on appelle AESH, donc, qui était ta mère. Et en maternelle seulement, oui, fait. Maternelle seulement. C'est pour ça que je pense, par rapport à ta question, que les souvenirs de Maëva en maternelle, elle était jeune, puisqu'après, elle a eu sa première AVS autre que sa maman, en grande section, deuxième année de grande section de maternelle. Donc elle était quand même assez jeune pour qu'elle ait des souvenirs précis. Et donc toi, c'est à partir de ce moment-là que j'ai continué et puis arrêté aussi, parce que... j'ai eu besoin aussi de me former pour accompagner mon enfant de mon mieux. Donc j'ai arrêté quand même les accompagnements pour accompagner mes propres enfants, mais à la maison. C'est-à-dire que le quotidien, c'était l'adaptation du programme scolaire. Donc je passais mes vacances, une bonne partie de mes nuits à travailler. Je suis devenue, on va dire, autodidacte pour pouvoir comprendre déjà les différents troubles qu'il y avait à la maison, et puis pour pouvoir les accompagner du mieux possible. Donc j'ai mis là, à ce moment-là, une période de 10 ans, où j'ai complètement arrêté de travailler, et je me suis consacrée au mien, on va dire. Est-ce que avant d'avoir des enfants, et donc d'être confrontée au handicap, aux multiples formes de handicap dont il est question, tu avais déjà connaissance du handicap? Est-ce que tu avais déjà été
Mais j'ai été sensibilisée, on va dire, plutôt jeune, hein, puisque ma maman était assistante maternelle. Et dans mon foyer, ma maman a accueilli des enfants en situation de handicap. Donc, c'était pas quelque chose qui était étrange pour moi, Voilà. Et puis, à l'âge de 12 ans, j'ai fait la rencontre d'une jeune fille en situation de handicap, donc moteur et plutôt cognitif, où je communiquais avec elle essentiellement par le toucher, en fait. Et voilà, j'avais été... c'est quelque chose que j'ai gardé en mémoire et voilà, un souvenir plutôt agréable de cette rencontre. Ouais. Moi, à l'époque, j'étais plutôt jeune, j'avais 12 ans et je me souviens avoir perçu l'inquiétude de cette maman aussi. Voilà, la difficulté qu'elle pouvait ressentir par rapport à l'accompagnement de cet enfant. Et après, je suis devenue, je travaillais en crèche auprès des très jeunes enfants, donc avec peut-être voilà une sensibilité, en tout cas par le développement du jeune enfant. Ok. Maëva, on l'a dit rapidement, tu as eu un diagnostic de trouble autistique. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire pour toi? Comment est-ce que tu le vis au quotidien? C'est quoi les caractéristiques? Moi, pour moi, déjà l'autisme, en fait, j'ai beaucoup... au début, à l'âge de jeune, je savais pas ce que c'est quand on m'en a parlé. Ouais. Ça me frustrait de pas savoir pourquoi aussi j'étais différente aussi des autres. Et en fait, pour moi, j'ai appris que maintenant on dit trouble du spectre de l'autisme, TSA. Alors en fait, ça pour moi c'est un trouble du développement comportement du coup. Dans l'autisme, il y a de l'hyperactivité, des difficultés de compréhension, les liens avec les autres, le lien social, ça peut demander en fait plus une difficulté pour une personne qui n'a pas d'autisme par exemple. Quand il se retrouve en groupe, ça peut être plus compliqué. Mais j'ai beaucoup travaillé sur l'habilitation familiale et sociale aussi, depuis jeune. Et pour ça qu'aujourd'hui, je me sens plus ouverte. En fait, c'est comme si au début, quand on est autiste, tout début, à la première âge, on est un peu dans notre bulle. En fait, on est une bulle en fait. Et à force que ça grandit, et la bulle a grandi et à un moment, elle s'éclate aussi. Elle s'enlève et il sort de cette bulle. En fait, pour moi, l'autisme, au début, c'est un truc qui se naît un peu. J'ai une naissance qui se clarifie et qui grandit. C'est une belle image, j'aime beaucoup. Justement, comment est-ce que ces liens aux autres, ils se mettaient en place quand tu étais en milieu ordinaire encore? Parce en maternelle, tu étais jeune, mais primaire, collège surtout, comment ça se passait? C'était... y a eu des moments compliqués quand même à la primaire parce que j'ai commencé au tout début quand je suis rentrée, je me rappelle... Au CP, c'était compliqué encore, voire je ne savais pas aussi comment, je ne comprenais pas encore à ce moment-là. Et mon lien avec les autres, j'étais un peu dans ma bulle et j'étais en recherche comment entrer en contact avec les autres. Et à force de la primaire, j'ai commencé à comprendre, à savoir qu'est-ce que j'ai, à sentir plus les choses vers l'année de CM2. Je trouve je l'ai senti plus qu'il y avait un truc et que je commençais à voir un peu, je sais pas comment expliquer, mais à vraiment être en contact et essayer de comprendre, tu vois, les discussions, les rapports, le partage. Et quand je suis rentrée au collège, ça a été beaucoup plus travaillé aussi et j'avais plus conscience. Mais il y avait des choses que je comprenais pas toujours, les situations. Je travaillais les situations plus. Là, c'était plus les situations parce que j'étais plus avec les autres, du coup. J'ai toujours été motivée, en fait, ce que je peux dire, j'ai toujours été ouverte aux autres, à l'humain. En fait, moi, je suis très...
ça m'apporte beaucoup le relationnel avec Ouais. l'autre en fait. C'est le rapport avec l'autre. Et c'est ce que j'ai appris avec mes parents. C'est pour ça ça a tellement été un rapport humain avec mes parents qu'on a créé comme je le dis, une famille fusionnelle pour moi. Et c'est ça qui m'a aidé qui m'a ouvert en fait. Ouais. Et que je suis quelqu'un, je pense, qui a une sociabilité aussi, qui fait ma personne. Comme on dit, je suis pas qu'autiste avec une personne. Et voilà. Et du coup, après, pour revenir sur quand même le milieu ordinaire, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Parce que du coup, je me dis, pour moi, le milieu ordinaire, il est trop employé. Pour moi, on devrait... Ce terme-là. Ce terme-là, il me dérange un peu. Ça dépend dans quel contexte, hein, bien sûr. Hein. Je ne veux pas pénaliser les gens, tout le monde qui le disent. Parce qu'il y en a que ça peut être dans la bienveillance, il y en a que ça peut être trop dans la... Et ça, on en discute beaucoup avec mes parents de ça. Et puis c'est de considérer que du coup il y a une norme. Donc la norme c'est Oui. le milieu ordinaire et tous ceux qui sortent de cette norme, voilà, sont pas du coup dans la norme, pas dans le milieu ordinaire. C'est ça qui te dérange un peu dans ce Même oui, c'est ça. Et pour moi, oui, les deux termes, norme et la normalité, l'ordinaire, pour moi, ça veut rien dire. oui, ça veut rien dire. Pour moi, c'est on devrait tous être égaux, avoir sa place. Et c'est pour ça, et ça, ma famille me l'ont toujours dit, que ce soit, je peux parler de ma sœur, de mon petit frère aussi, qui m'apporte énormément. Et que ma sœur m'a aidé aussi beaucoup, l'âge enfance aussi, à ouvrir ça, parce que j'étais dans ma bulle, j'avais du mal à jouer avant avec elle, quand j'étais jeune. Voilà. Ouais. Et j'ai beaucoup appris, et c'est pour ça que depuis un jour, j'ai dit, allez, je me suis ouvert et je joue avec elle. On a partagé, comme je dis, ça m'a énormément apporté, voilà, tout ça. Alors, tu parles de l'amour de l'humain. Je crois comprendre que quand après tu as fait la rencontre de Capacité, et des membres de Capacité, pareil, il y a eu des vrais atomes crochus qui se sont créés avec ça, avec cette structure. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est et en quoi ils t'ont aidé? Alors, Capacité, moi je suis rentrée après le collège, après la 3e. Après, du coup, voilà. Alors, Capacité, c'est un centre de préformation d'aide par le travail, d'accompagnement d'aide par le travail. Et du coup, je suis restée 2 ans et demi, à peu près, dans cette formation. Et en fait, j'avais déjà fait des stages auparavant au collège, mais j'en avais fait... j'ai découvert des ESAT, en fait, avec Capacité, parce que je ne connaissais pas ce que c'était avant. Et j'ai connu les La Palanca avant avec eux. Et j'ai fait un bilan et je voyais que j'étais pas trop à la hauteur pour y être. Je me posais plein de questions. J'étais beaucoup sur la petite enfance aussi. Ça a été longtemps, 1 an, je suis restée bloquée. Ils m'ont aidée à essayer de voir autre chose, une ouverture, quoi. Et à un moment, j'ai entendu La Bulle Bleue. Voilà, aussi mon éducateur libéral qui m'accompagne aussi depuis jeune, depuis le CESAD, quoi. Et je vais expliquer aussi le CESAD ce que c'est. Et donc voilà, pour en venir, ça m'est revenu par à peu près quelques années avant que j'ai fait un spectacle en fait qui s'appelait Sous mes paupières. Que j'ai fait avec la Maison de Manon. Et je vais expliquer la Maison de Manon ce que c'est en fait. Ça. Voilà. Alors vas-y, explique-nous tous ces ces structures. La Maison de Manon, c'est un accueil Sésame Autisme en fait, qui accueille des adolescents âgés de 12, 13 ans, 14 ans, ouais, et qui finissent à 20 ans. Voilà. Il y en a qui... Avant, c'était
Je crois qu'avant, c'était de 13-14 ans, mais là, maintenant, c'est de 12 ans, je crois. Ils intègrent. Et le CESAD, c'est un institut aussi médico-éducatif qui t'accompagne aussi beaucoup dans la médiation sociale. J'ai travaillé là-dessus. Et un peu comme le rapport avec l'autre aussi, comment travailler. J'ai beaucoup travaillé de sorte de rencontre café-ado, ça s'appelle. Voilà. Quand avec les jeunes, on se regrouperait avec les éducateurs, comment en sortie, qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut demander à qui des fois, quand on est dehors, organiser. L'idée de la paire et danse, quoi. Ouais. Père accompagnement, père et danse, avec les pères. Et voilà, ça s'est arrêté à 18 ans, le CESAD. Donc, mon éducateur m'a continué à m'accompagner, du coup. L'éducateur libéral, dès que je suis partie. Et voilà, là, avec la Maison de Manon, j'avais fait ce spectacle il y a tout début de la Maison de Manon à la Bulle Bleue. Donc c'est pour ça m'a replongé. J'ai fait un stage, après on a rencontré avec ma mère François Pontalier, le directeur de la Bulle Bleue. Et j'ai eu un stage. Voilà, ça s'est très bien passé. Et en 3 jours, ça me stupéfait, quoi. J'étais vraiment... Et go après dans le domaine artistique et culturel. Et on l'a pas précisé, mais la Bulle Bleue, c'est aussi donc c'est une fabrique artistique culturelle avec des comédiens, des artistes en situation de handicap, et c'est ça, des techniciens, des régisseurs, et aussi tout un côté paysagiste, enfin jardinier, cuisinier. Il y a un atelier à côté qui s'appelle Kennedy, des ateliers Kennedy, mais qui est raccroché à la Bulle Bleue en fait. Mais que eux, c'est plus un travail. Alors, il y a l'espace vert, il y a tout ce qui est où ils travaillent assis, ce qu'ils font, voilà, les routiers, je crois, aussi, font ça. Après, j'ai pas été trop dans ces établissements, enfin, je les ai regardés, mais j'ai pas été trop, parce que vu que je suis plus dans la Bulle Bleue. Et du coup, voilà, il y a ça qui est raccroché. Une cité dans la cité, d'une certaine manière, une structure. On peut dire ça, comme ça. Toi, Sandrine, par rapport là, à tout ce que nous raconte Maëva, comment qu'est-ce que tu ressens et comment tu te situes aussi vis-à-vis de tout ça? Déjà, je suis très fière de Maëva, de ce qu'elle est devenue et puis ce parcours. Qu'elle puisse aussi avoir cette occasion de pouvoir un peu mettre des mots sur ce qu'elle a vécu, ce qu'on a pu vivre ensemble. On est passé par différentes, parfois des difficultés, mais voilà, on a rencontré aussi de belles personnes sur notre chemin. Là, tout à l'heure, Maëva parlait du CESAD, puisque nous, on vient de la région parisienne. On est arrivé en 2012, donc c'était un tout autre accompagnement. À l'époque, on n'avait pas de CESAD, on était vraiment plutôt seuls, avec des prises en charge multimodales. On faisait, en région parisienne, c'était vraiment compliqué. On est venu sur Montpellier beaucoup pour le centre de ressources autisme. Donc avec le MPEA, où elles ont été prises en charge tout de suite. Donc de Paris, j'avais pris les rendez-vous et on avait ce sentiment qu'il fallait qu'on passe à autre chose. Ouais. Et là, on a eu cette chance qu'elle soit prise en charge par le service du professeur Badadli. Et c'est là aussi que j'ai pu bénéficier de formations gratuites pour les aidants. Donc ça, c'est important de le souligner parce que les formations autour de l'autisme sont très coûteuses. Donc j'avais pour habitude, pour m'aider à les financer, de monter des demandes MDPH. Donc il y a différentes allocations, la PCH, la EH, avec ses compléments. Qui permettait à l'époque en tout cas de pouvoir financer certaines formations avec un dossier bien béton. Je dirais que de ce parcours, ce qui était le plus difficile et qui l'est toujours aujourd'hui, c'est cette lourdeur administrative. C'est ce qui est le plus lourd dans le quotidien de parents, parce que l'accompagnement de son enfant, c'est presque inné, on va dire. En tout cas, pour nous, pour moi, je le vis comme ça.
Voilà, cette lourdeur administrative, tous ces sigles, ces projets de vie qu'il faut sans cesse réévaluer. Bon, ce qui est pas mal, c'est qu'à force, avec les années, on devient entre guillemets, expert, on va dire, de toutes ces demandes. Après, il y a eu le passage à l'âge adulte a été de nouveau un apprentissage pour moi, parce que du coup, c'est plus les mêmes demandes. Il faut aussi se former de nouveau à savoir qu'est-ce qui va être le plus adapté pour son enfant. Donc du coup, je rebondis un peu sur ce qu'elle disait par rapport à capacité. Ouais. Parce que du coup, sans capacité, je pense pas qu'on aurait pu pousser les portes de la bulle bleue. Parce que là, c'est un autre monde. Autant dans le domaine scolaire, j'arrivais à... je savais ce qu'il fallait, quelle porte pousser, quelle association solliciter. Là, le monde adulte, je me suis vite rendu compte que les portes, elles étaient quand même fermées. Que le monde du travail, pour le jeune adulte, je vais être assez honnête, c'est pas le cas pour tout le monde, mais en tout cas, nous, on le vit comme ça. C'est quand même fermé. Et pour un parent tout seul, on est quand même assez isolé. Avec tous ces ZIG, toutes ces associations, où je vais pouvoir trouver de l'aide pour l'orientation de mon enfant. Donc compliqué. On a eu cette chance de garder l'éducateur du CESAD qui est devenu éducateur libéral. Donc il travaille toujours sur ce CESAD, donc de Sésamotisme, qui est une continuité de l'Ombrelle, donc qui est plus un CESAD pour les plus jeunes enfants jusqu'à 12 ans. Donc à l'époque, j'avais entendu au MPEA qu'il y avait une ouverture pour les ados. Donc Maëva et puis 3 autres jeunes étaient les premiers accompagnés donc par cet éducateur Frédéric, qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui à nos côtés, parce que c'est un travail de lien avec les autres. Parents tout seuls, je pense qu'on peut pas tout faire, tout assumer. Et je pense que c'est pareil partout, à l'école, d'un côté médico-social. C'est vraiment pour moi un lien de toutes les personnes autour des besoins de cet enfant qui va faire la différence. En tout cas, c'est mon expérience, c'est mon regard. Oui. Et puis c'est vraiment ce qui était ressorti aussi lors de la table ronde là, du 3 décembre. Oui. Sortir vraiment de l'isolement d'une certaine manière. Que c'est ça qui emprisonne et qui du coup crée une exclusion aussi un peu contrainte. Le fait d'être seul dans son coin et de ne pas se rallier à des structures, à des assos qui peuvent mettre en lien. Parce que porter seul à bout de bras, tout ça c'est... Puis on a tendance aussi à s'isoler parce qu'on est tellement... C'est pas forcément du fait de l'autre. C'est aussi cette situation parce qu'on est tellement... On doit être un peu partout. Donc forcément, on a une journée de 24 heures. Donc souvent... en tout cas, dans l'enfance, moi, mes nuits, elles étaient courtes. Très, très courtes. Maëva était insomniaque pendant 7 ans. Donc du coup, je dormais peu à cette époque-là. C'était un peu compliqué. Et puis au niveau accueil, tout le long de la maternelle, elle n'était pas à temps plein. Donc du coup, j'avais cette chance d'avoir une très bonne relation avec l'enseignante et la TSEM de la classe. Qui me donnait cette autorisation d'appeler. Là, Maëva n'a pas dormi, je la garde, je la ramène demain. Donc en tant que parent, il faut être disponible aussi. D'où aussi le fait aussi de ne pas pouvoir être partout, au travail, à la maison. C'est ça qui est compliqué, c'est de trouver aussi le bon équilibre. Et du coup, de rencontrer, de faire les bonnes rencontres au bon moment. Ouais, tu parles de ce rapport au lien, de ce rapport humain qui reste le fil conducteur. Très important. Très important. Sans ce rapport humain, je pense qu'on n'y arrive pas. Tu le ressens comme ça aussi, Maëva ? C'est beaucoup des questions de rencontre aussi, de comment tu sens, quoi. Est-ce que tu es bien à ta place à certains endroits, Ah oui, des fois, la place, ça a été quelque chose, on va dire, je peux le dire comme ça. C'est un peu comme je rejoins sur tout à l'heure, sur les étiquettes. S'il y aurait moins d'étiquettes, déjà, on serait mieux... il y aurait plus de place et il y aurait plus de possibilités de choix. Moins de stigmatisation. Oui, moins de... Aussi, ça permet... Il y a moins de jugement, parce que dans ce monde, il y a beaucoup de jugement aussi.
Et comme on dit, les gens ont peur de la différence. Il faut le dire parce que ça c'est beaucoup évoqué. Et c'est pour ça que on en parle plus maintenant de tout ça, l'inclusion. C'est pour ça que j'en parle beaucoup parce que ça me tient à cœur aussi, tout ça, les termes. L'inclusion, c'est très important pour moi parce que moi, je sais que je l'ai vécu et des fois, d'être rejeté par des établissements, ça peut être très dur, même en tant que moi-même, mais pour les parents. Bien sûr. C'est pour ça que je comprends tout la souffrance de mes parents et que ça a été un combat en fait permanent aussi qu'ils ont fait pour moi et c'est pour ça que je le redis, je suis très très émue de tout ce qu'ils m'ont parcouru depuis l'âge de mon enfance parce que ça a été vraiment très beau et c'est pour ça que je suis vraiment en reconnaissance de tout le travail que ma mère a fourni aussi. Et puis, parce que c'est un combat, elle lâche pas. C'est persévérante, ma mère. Voilà. C'est clair, comme ça. C'est vraiment l'adjectif qu'on peut lui donner. Justement, pour un peu aussi consolider tout ce parcours de vie et tout cet engagement aussi, chacune de part et d'autre. Toi, Sandrine, maintenant, tu es engagée dans aussi la formation, donc tu continues d'être à ESH et tu formes aussi. Et oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et comment aussi Maeva intervient ou interviendra On est en plein dans la construction. Dans cette construction-là qui, voilà, aussi grâce à Maeva, prend forme. Donc ça a commencé un peu une idée de compiler un peu mon expérience parentale, mais aussi en tant qu'accompagnatrice, parce que j'accompagne aussi donc un élève, plus particulièrement des élèves porteurs d'autisme, bien sûr, de TDAH aussi également. Et puis la rencontre de deux élèves en particulier, porteurs d'autisme, avec ce travail de lien avec la famille, que j'aime beaucoup et auquel je tiens. Alors c'est sûr que j'essaye de faire passer aussi, je sais ce qu'attend la MDPH aussi, donc pour avoir par exemple un accompagnement individuel quand c'est utile, plutôt qu'un accompagnement mutualisé qui est donc autour, voilà, on va concrètement accompagner des fois jusqu'à 5 élèves en même temps. Donc quand les besoins sont plus importants, voilà, ça va être plus difficile pour une famille d'obtenir un accompagnement individuel. Et pour revenir donc aux formations, j'ai conçu une mallette de sensibilisation. C'est parti de là un peu en 2019, donc lié à l'accompagnement de ces deux élèves que j'accompagnais simultanément. Donc j'accompagne Naïl depuis la petite section. Aujourd'hui, il est en CE2. C'est un accompagnement voilà, très, très formateur pour moi parce que c'est une possibilité aussi d'avoir des objectifs d'accompagnement concrets. Et donc j'ai créé cette mallette de sensibilisation pour destinée donc aux écoles maternelles, destinée aux adultes, mais aussi aux enfants. Donc avec voilà, différents albums à présenter, puis autour d'un projet en lien avec chaque enseignant. Et pour finir sur une journée bleue, donc c'est une sensibilisation qui a duré 3 mois, qui était en lien avec un projet du centre ressources autisme. Donc j'y suis allée pendant une année, donc avant cette fameuse date, et de mettre en place donc mon projet pour me nourrir un peu aussi des projets des autres structures. Donc là c'est vraiment pas uniquement éducation nationale, mais aussi voilà, différents établissements type IME, type ATO. Donc moi, ça m'a permis aussi de me former et puis de voir un peu voilà, comment j'allais pouvoir monter concrètement cette mallette. J'ai un peu travaillé en amont déjà l'école dans laquelle j'accompagne les élèves pour aussi préparer les enseignants à accepter un petit peu aussi cette mallette, puisque je suis à ESH, donc c'est quand même pas évident de présenter aux enseignants une mallette de sensibilisation quand on est juste à ESH. Donc voilà, j'ai fait ce travail pendant une année et puis bon, j'ai bénéficié d'une bonne relation sur cette école, donc j'en ai profité.
Et du coup, on a mis cette mallette en place. Donc j'ai pu l'expérimenter. Et on a fini sur cette journée bleue où tous les élèves donc s'habillent en bleu, avec une exposition pour informer aussi les familles. Faire connaître aussi le MPA, le Centre Ressources Autistes, parce que dans les écoles, à l'époque, je me suis rendu compte très vite que très peu de familles connaissaient simplement cet endroit. À savoir qu'il y a quand même un centre de documentation qui m'a, moi, énormément servi en tant que parent, mais aussi en tant qu'AESH, avec un documentaliste qui peut diriger, avec du prêt de matériel pour les écoles. Donc le fil conducteur, c'est vraiment parti de cette mallette. Et puis après, j'ai commencé par construire, à écrire déjà un premier mémoire, puisqu'il y a une conseillère pédagogique qui m'a dit, voilà, c'est bien, mais il faut absolument, on est à l'éducation nationale, il faut que tu mettes ça noir sur blanc. Oui. Donc j'ai commencé à écrire un mémoire sur mon travail, mon regard, et puis ce que je pouvais, en partant des formations, des 60 heures actuelles des AESH, et comment je pourrais faire la différence, qu'est-ce que je pourrais apporter. Et de là est ressorti, donc au départ, pas grand-chose. Parce que, à l'époque, et à chaque fois qu'un inspecteur est arrivé, en fait, j'ai relancé avec ce mémoire. Et là, il y a 2 ans, une nouvelle inspectrice et un syndicat aussi, parce qu'entre-temps, je me suis syndiquée. Et ce syndicat m'a permis aussi de faire monter ce travail plus haut. J'ai fini par construire aujourd'hui, je suis à 10 modules de formation que j'ai intégralement construit seule. Donc ça part d'un PowerPoint, on va dire, basique. Et puis au fur et à mesure de mes rencontres, j'apprends et j'étoffe. Mon idée, c'est de proposer un outil concret et pratique pour que les personnels puissent rapidement trouver des informations. Et puis étant concernée, c'est plutôt facile pour moi de savoir ce qui peut... Et puis sortir un peu du prisme des peurs, quoi. D'être vraiment dans quelque chose de regarder, il y a des vraies solutions. Il y a des solutions. Pas besoin d'être formé pendant 25 ans. Pas besoin. Et puis c'est un nombre, la formation, c'est l'idéal, c'est d'être, il y a un regard de parent, un regard d'AESH, un regard d'enseignant, un regard d'inspecteur, pourquoi pas. Toute personne, je trouve que c'est un ensemble... un ensemble d'expériences et de choses qui feront qu'on pourra peut-être avancer. Et toi, Maëva, dans ce projet-là, comment est-ce que tu imaginerais intervenir, faire des liens ? Parlant justement je viens tout juste, c'est tout nouveau aussi pour moi là ce projet, parce que ça a quand même été quelque chose que j'ai beaucoup réfléchi auparavant quand même. Et j'ai beaucoup discuté avec mes éducateurs de la Bulle Bleue de comment procéder les démarches. J'ai beaucoup parlé de ma mère. J'ai beaucoup dit ce qu'elle faisait, le métier AESH et tout ça. Là. J'ai beaucoup parlé de ça. Et comment on pourrait intervenir. Et ça, on en a discuté avec ma mère et moi, avec mon éducatrice aussi, référente. Et on a pu essayer de voir. On a vu qu'il fallait quand même que ça prenne du temps, parce que qui m'accompagne aussi dans ça. Quelle posture et... dans des mots employés, puis trouver le temps aussi, le moment. Mais ça va venir, ça va se faire, et j'ai très hâte. Je me sens même déjà épanouie dans mon travail, mais le fait d'avoir ça, c'est un plus, je trouve, en moi. Et ça permettra aussi de changer les regards aussi des gens, je pense. Et on peut dire ça comme ça, faire bouger aussi les gens. Je dis ça comme ça, les lignes, bouger les lignes, comme on dit. Et on m'a dit qu'à mon travail où je suis, on est là pour ça aussi, défendre des droits. C'est ce qu'ils m'ont dit aussi, les éducateurs. Et c'est pour ça que je suis vraiment très ravie d'être dans ce projet, quoi. Ça va m'apporter plus. Défendre des droits et rentrer vraiment dans une dynamique assez... engagé, investi, une forme de militantisme finalement, dont il est question. C'est ça. Trop bien. Est-ce que peut-être tu peux nous dire 2 mots pour conclure sur ce que tu veux d'ailleurs. J'allais te donner un sujet, mais c'est comme tu veux. Ce que je peux dire pour conclure, c'est
je pense que trouver les mots, après, je pense qu'il faut se dire, c'est que je trouve de faire ces formes de projets, ça apporte quelque chose, quoi, vraiment assez. Enfin, c'est en toi, quoi. Tu portes les paroles, en fait. Oui. C'est quand même un engagement qui est pas facile. Et je pense que quand on a ça, moi et ma mère, c'est vraiment ça. On a déjà un lien fort, mais ça le renoue encore plus. Ouais. Et c'est ça. Une vraie envie de transmission aussi. De transmission et vraiment transmettre les choses. Ça, c'est très important et ça nous apporte aussi. Ouais. Parler, échanger, le sujet du handicap, parler aussi du vivre ensemble, c'est ça dont il est question, de vivre tout à chacun dans cette même société. Et un peu en finir aussi avec les étiquettes. Voilà, le jugement. Et... Voilà, ça colle. C'est beaucoup trop présent et il faudrait essayer de trouver un juste milieu en fait. Parfait. Pour tout ça. Parfait, j'aime beaucoup cette conclusion. Merci infiniment à vous deux pour ces échanges et pour votre présence aujourd'hui. Et à tout bientôt. Merci à toi, Camille. À toi, Camille. Dear people. People.